Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre cette édition de l'information sur Ivoire TV. Un seul titre à la une de ce journal, la Libye. Cette édition sera essentiellement consacrée à l'évolution de la situation dans ce pays d'Afrique du Nord. Mais avant, un mot de ce qui se passe chez nous en Côte d'Ivoire. Suite à l'inculpation la semaine dernière du couple Gbagbo et face à l'intensification des poursuites judiciaires à l'encontre des barons militaires et politiques de l'ancien régime, Michel Amaninguessan, ex-ministre de la Défense et dignitaire du Front populaire ivoirien, a tenu à réagir ce lundi en dénonçant une injustice flagrante de la part du régime Ouattara. C'était au cours de l'entretien d'Ivoire TV. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est une évolution unilatérale d'un gouvernement qui est mis en place et par conséquent nous pensons que c'est la mise en scène de la volonté des vainqueurs. Il y a une justice des vainqueurs qui est mise en place et qui est en train de dérouler toute sa stratégie. Il n'y a de justice que pour les militants LMP et pour le Front populaire ivoirien et qui tous les jours sont inculpés et incarcérés. Continue de faire des Absolument. Et nous trouvons que ce n'est pas juste, cette justice des vainqueurs. Deuxièmement, il y a même une armée des vainqueurs. L'accord politique de Ouaga prévoit dans ses dispositions comment il fallait créer la nouvelle armée. Aujourd'hui, point d'accord politique, et quand de temps en temps ça les arrange de se référer au moins à un texte pour agir, ils parlent de l'accord politique de Ouaga. On passe tout de suite à la page internationale et tout naturellement nous allons d'abord en Libye. Libye qui est depuis quelques jours sous les rampes de l'actualité internationale et avec l'entrée des rebelles dans Tripoli ce lundi 22 août. Les combats font rage dans la capitale libyenne et à l'heure actuelle il est difficile de parler d'une domination d'un camp sur l'autre car les forces fidèles à Muammar Kadhafi continuent de résister. Au moment où je vous parle, la situation reste extrêmement confuse dans la capitale. Effectivement, nous sommes habitués aux déclarations des porte-paroles du CNT, des leaders de la rébellion libyenne, qui sont généralement très très optimistes. Et c'est d'ailleurs avec un certain optimisme que la rébellion s'est engagée dans la capitale Tripoli, sans réellement anticiper la résistance, ou en tout cas le type de résistance auquel il risquait de s'opposer. Au moment où je vous parle, il y a toujours quelques coups de feu sporadiques un petit peu partout dans la ville. Effectivement, l'affrontement majeur se déroule autour de la résidence du colonel Kadhafi. Nous n'avons pas d'informations en ce qui concerne l'aéroport puisqu'il est extrêmement difficile de circuler à l'intérieur de Tripoli. Il reste certainement un bon nombre de fidèles d'irréductibles du régime du colonel Kadhafi qui sont décidés à en découdre. Et c'est ce qu'ils ont démontré aujourd'hui. Quelques heures à peine avant que la rébellion soit rentrée, assez facilement d'ailleurs, à l'intérieur de la capitale, des petits groupes de combattants kadhafistes se sont perchés en haut des tours. Ils connaissent bien la ville. De ces tours, de ces bâtiments, ils ont tiré sur la rébellion et ces petits groupes sont répartis un peu partout dans la capitale. Donc ça a semé une confusion absolument totale. Nous avons observé aujourd'hui avec notre équipe la désertion de la place verte de Tripoli par le contingent de rebelles qui l'avaient investi triomphant quelques heures plus tôt. La fête a été totalement interrompue, annulée pour se transformer en combat de rue, ni plus ni moins. Tripoli, au moment où je vous parle, reste un champ de bataille. Et donc ce soir, comment réagit Mathieu la population ? Alors la population, ce qui nous a frappé en rentrant en Tripoli, et c'est toujours le cas, la population est quasiment invisible. On voit apparaître de ci, de là, et parce qu'on les a cherchés des habitants. Certains habitants nous ont hébergés, notamment nous ont abrités cet après-midi au moment des combats. Les habitants qui nous ont recueillis sont fortement hostiles au colonel Kadhafi. Et nous avons échangé avec des femmes notamment qui sont fortement hostiles au régime, qui ont subi le régime pendant des années. Maintenant, évidemment que les fidèles du colonel Kadhafi, eux, ne se montrent pas. Ils se terrent. Et l'ambiance dans Tripoli est assez étrange d'ailleurs. Nous avons, avant d'arriver à Tripoli, traversé
traversé des villes qui étaient hostiles au colonel Kadhafi. Là-bas, le sentiment était quasiment unanime. Je pense à Ashdabia, par exemple, pour ne citer qu'elle, ou Benghazi. Dans ces villes, le sentiment anti-kadhafiste est très marqué. Ça n'est pas le cas ici à Tripoli. Ce qui domine ici dans la population, c'est d'abord la peur et l'incertitude. Ils ne savent pas à quel sein se vouer. Ils ne savent pas réellement si la rébellion va l'emporter, même si, avec le recul que nous possédons, il semble établi que le régime du colonel Kadhafi est moribond. Ça n'est pas une certitude pour la population de Tripoli, qui reste tout à fait incrédule, ou en tout cas prudente, donc qui se terre et qui cache ses sentiments. Et cette situation confuse se confirme davantage avec ces informations contradictoires qui tendent à discréditer la rébellion du CNT. Depuis hier lundi, la capture annoncée de Saif al-Islam à grand coup de renfort médiatique a été démentie dans la nuit puisque le concerné s'est même adressé à la presse au cours d'une apparition triomphale dans le quartier de Bab al-Azizia où se trouve le palais du chef de l'État libyen. Le rebelle avait annoncé son arrestation quasi en route vers la Cour pénale internationale, mais il n'en est rien. Saif al-Islam, le fils du colonel Kadhafi, son bras droit, son porte-parole officieux, entend bien prouver qu'il est libre, toujours à Tripoli, et comme toujours, entouré d'une foule de partisans. Saif al-Islam s'écarte de la foule. Pour cette apparition, il a spécialement convié des journalistes étrangers. Premièrement, je dément toutes les rumeurs. L'OTAN et l'Occident ont une technologie qui leur permet cela. Ils ont brouillé la communication et envoyé de faux messages au peuple libyen par le biais d'un réseau Libya, je ne sais trop quoi. Et maintenant, nous allons faire un tour dans les coins les plus chauds de Tripoli pour que vous vous assuriez que tout va bien en Libye. Nous allons faire un tour maintenant dans les coins où ils disent qu'il y a des combats. Saif al-Islam maîtrise la guerre médiatique. Ces gardes du corps emmènent les journalistes faire un tour du quartier de Bab al-Azizia, là où serait toujours retranché son père. À présent, faisons un bref tour de l'actualité internationale en images. Il devrait être libre dans quelques heures. Mais Dominique Strauss-Kahn n'en aura pas pour autant fini avec la justice. Aux États-Unis, l'ancien patron du FMI fait toujours l'objet d'une procédure au civil. Le 8 août, Nafissatou Diallo a porté plainte contre lui pour agression violente et sadique. Un procès qui pourrait être plus favorable à la victime présumée. Non seulement parce que la femme de chambre a choisi un tribunal du Bronx, mais aussi parce qu'elle n'aura pas besoin de convaincre la totalité des jurés, seulement une majorité d'entre eux. Si Dominique Strauss-Kahn est reconnu coupable, il pourrait être condamné à verser plusieurs millions de dollars de dommages et intérêts à la plaignante. Cette procédure n'empêchera pas l'ancien patron du FMI de rentrer en France s'il le souhaite. Mais dans l'Hexagone également, l'affaire DSK se poursuit. Une enquête préliminaire est en cours, à la suite d'une plainte déposée le 4 juillet par la romancière Tristan Banon. La plainte a été déposée à l'encontre de M. Dominique Strauss-Kahn pour tentative de viol. Problème, si finalement la justice retient la qualification d'agression sexuelle et non pas de tentative de viol, les faits seront prescrits. Ils remontent à février 2003. L'affaire serait alors classée sans suite. Tristan Banon pourrait alors tenter une ultime démarche, saisir directement un juge d'instruction et espérer qu'il relancera les investigations. East African Music Award récompense Papa Wemba. Icône vivante de la rumba et de la sape congolaise, Papa Wemba s'est produit dimanche au Grand Hôtel de Kinshasa, la capitale congolaise. Objectif, célébrer ces 2 trophées remportés le 20 août dernier à Nairobi au Kenya, à l'occasion de la finale de l'East African Music Award. J'étais très content d'y être parce que j'étais le seul artiste qui venait de l'Afrique centrale en fait, quoi. Tous ils étaient de l'Afrique de l'Est et mon plaisir est que le prix m'a été remis par le porte-parole du gouvernement kenyan. Et ensuite, ils m'ont remis le premier prix pour un grand chanteur, mon maître, qui est le Seigneur Taboulé.
à cause de sa longévité, à cause de ce qu'il a fait dans la rumba. Et moi, dans la catégorie rumba, j'ai rapporté aussi un trophée. Mère chanteuse, enfance bercée par la musique, l'avenir de Papa Wemba était tout tracé. Après 41 ans de carrière, il ne compte plus les albums qu'il a déjà réalisés, mais c'est sans aucun doute son dernier opus qu'il a relancé sur le devant de la scène. Papa Wemba, internationalement reconnu pour sa petite voix charmeuse, prépare actuellement son prochain album, car comme il le dit lui-même, ses fans l'attendent toujours impatiemment. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un autre point de l'information sur Ivoire TV. Au revoir.